bienvenue sur ma chaîne YouTube BVE, Booster votre énergie. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Thomas d'Azembourg. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes auteur best-seller, conférencier international, formateur à la connaissance de soi et en communication non violente. Vous intervenez en Europe, au Québec et au Maroc, je crois. À l'occasion, oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est là aussi pour célébrer deux événements qui vont avoir lieu début octobre, le 2 octobre, vous venez de me le dire. Le premier événement, c'est les 20 ans de votre premier livre best-seller, Cessez d'être gentil, soyez vrai, aux éditions de l'Homme. Ce livre a été vendu déjà à plus d'1 million d'exemplaires et traduit dans 17 langues. Est-ce que vous avez envie, déjà félicitations de pouvoir inspirer autant de monde en 20 ans. Est-ce que vous auriez envie de rajouter peut-être sur votre présentation, sur le début de notre échange? Merci de parler de ce livre. Effectivement, je suis le premier émerveillé de l'impact qu'il a eu. Je l'avais écrit avec simplicité comme un petit manuel de pratique de la communication non violente pour les personnes qui venaient en formation et qui me demandaient régulièrement est-ce que tu n'aurais pas un ouvrage pour qu'on ait des exercices, des exemples et qu'on puisse intégrer cette pratique à notre vie quotidienne dans la continuité de la session de formation. Et donc, ça n'avait pas tellement plus d'ambition que ça. Ce qui me touche profondément, c'est de réaliser à quel point ce livre que je pensais dont je pensais qu'il s'adressait à des personnes intéressées par la non-violence et des rapports non-violents, finalement a touché tellement de personnes et donc est un indicateur de ce que nous sommes pris par habitude, par automatisme, par conditionnement dans des habitudes très violentes et que nous avons besoin d'apprendre à nous en défaire et que cette habitude n'est pas que dans la francophonie, puisque effectivement 1 million d'exemplaires en français, mais beaucoup d'exemplaires en plus de 17 langues, presque une vingtaine de langues. Ça m'impressionne parce qu'on me dire que nous avons donc affaire à un enjeu vraiment collectif. C'est un enjeu de santé publique, au fond, à travers les frontières, que d'apprendre à savoir qui l'on est et comment mieux s'exprimer et mieux écouter. Et ce que j'aime bien, c'est, grâce à votre livre, c'est d'apprendre plutôt à être plutôt qu'à faire. Et je trouve qu'on est souvent dans là, le faire, faire plaisir, être aimé de tous, vous voyez, et comme vous dites, avoir des masques. Et là, on enlève un petit peu ces masques pour vraiment être authentique. Est-ce que vous pourriez nous donner, voyez, peut-être une ou deux clés par rapport à votre livre? Oui, clairement, le piège du faire résulte d'une éducation qui est bien intentionnée et du fait qu'elle est bien intentionnée, on ne voit pas qu'il y a un effet sombre, un effet peut-être même dommageable. Souvent, nous avons entendu des choses comme tu serais gentil de ranger ta chambre, tu serais gentil de m'aider à la cuisine, tu serais gentil d'aider papa au commerce ou à l'atelier, tu serais gentil de ramener des belles notes de l'école. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Mais dans notre cœur d'enfant, ça s'est enregistré tout autrement. Nous avons entendu « je t'aime si tu ranges ta chambre ». Je t'aime si tu m'aides maintenant ou accomplis les tâches que je te demande. Et je t'aime si tu me rassures en rapportant des notes sécurisantes de l'école, ce qui compense ma difficulté à moi, parent, à gérer mes émotions et mes angoisses existentielles. Et je ne dis pas du tout que les parents le vivaient comme ça, comme un amour conditionnel. Ce que je dis, parce que cette vérité, je l'ai rencontrée systématiquement, c'est dans nos cœurs d'enfants, ça s'est vécu comme si c'était conditionnel, comme si l'amour pouvait être retiré si nous n'étions pas à la hauteur, si nous ne délivrions pas le bon résultat, si nous ne faisons pas un beau sourire, si nous n'étions pas gentils, sages et surtout bien calmes. Et donc, il résulte parmi 5 pièges que je décris dans mon livre, le premier, c'est le piège du faire. Faire. Nous avons la plupart du temps tous appris à faire, mais pas beaucoup appris à être. Et ça se comprend. Moi-même, j'ai eu de bons parents généreux et présents. Toutefois, j'ai pu comprendre si je fais, vous m'aimez. Ah, c'est pas mal. Si je fais bien, vous m'aimez bien. Ah, bon, c'est bien. Et si je fais bien et beaucoup, vous m'aimez bien et beaucoup. Et hop, c'est parti pour la course à tout bien faire. Je vais essayer d'être reconnu, valorisé, aimé en courant, de choses à faire en choses à faire. Et ça organise une course éperdue qui Ouais. crée pas seulement beaucoup de burn-out, d'épuisants, de dépression à titre individuel, mais qui crée une espèce de grande cacophonie globale. Je pense qu'une des intentions de mon livre, c'est que nous apprenions à ralentir, à respecter nos rythmes et à retrouver le goût de rapports vrais, profonds, authentiques et non pas des rapports de surface.
C'est vraiment intéressant ce que vous dites et je vais rebondir aussi sur ce que vous dites parfois aussi, c'est d'être aligné sur notre fil rouge. Et je trouve que c'est très intéressant si vous pouvez aussi développer. Oui, ben, j'en parle comme quelqu'un qui était longtemps à côté de ses pompes. J'étais un garçon gentil, courtois, poli, très adapté, parfois suradapté sans doute, et qui avait qui faisait un bon métier. J'étais juriste, j'étais avocat, bien dans les rangs, bien conforme aux attentes. Et il m'a fallu du temps pour réaliser, je ne suis pas heureux de ce que je vis, ça ne me met pas en joie, je ne suis pas dans une expansion de mes talents, de ma sensibilité, de ma créativité. Je suis plutôt en réduction pour essayer de bien coller au modèle que ont attend de moi. Et j'ai eu la chance, sans tomber dans un burn-out ni une dépression, d'écouter la petite voix qui me dit, mais change, ouvre-toi à autre chose. C'est pas parce que tu as un diplôme de droit que tu vas être juriste toute ta vie. Qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui s'ouvre, etc. Et la vie m'a apporté des opportunités. À partir du moment où je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être changer, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un qui s'occupait d'une association pour les jeunes de la rue, les jeunes pris dans la délinquance, les gangs de rue, la violence, la toxicomanie, etc. Et cette expérience dans laquelle je me suis investi en bénévolat pendant 10 ans a été un vrai pivot. J'ai réalisé que je voulais m'occuper des humains et apporter du sens. Et ça a été très mobilisateur. Et assez vite, j'ai réalisé que c'est difficile d'écouter la colère de l'autre si on n'écoute pas la sienne. C'est difficile d'écouter la part de l'autre qui est en dépression si jamais on peut voir la part de nous, peut-être menue, mais quand même existante, qui peut ressentir de la dépression, et ainsi de suite. Et donc, ça m'a amené à aller en thérapie pour comprendre cet humain-là, dans l'idée que si je me comprends moi, humain, un petit peu mieux, j'aurai des clés pour comprendre les gamins dont je m'occupe, qui sont révoltés, qui sont en rage, qui sont dépressifs. Et ça s'est révélé vrai, effectivement. C'est difficile d'avoir de l'empathie pour l'humain devant tant qu'on n'en a pas développé pour l'humain dedans. Et voilà comment j'ai commencé à changer de vie et à devenir psychothérapeute. Voilà, et c'est ça, et c'est vraiment en commençant par vous, en vivant l'expérience, que après, bah, maintenant, vous pouvez transmettre en fait toutes ces clés grâce à vos conférences, avec vos livres. Et c'est ça qui est vraiment intéressant de commencer par soi. Vous voyez, souvent, on va chercher les réponses ailleurs, alors que, vous voyez, on a tout en nous, mais c'est pas toujours facile, quoi. On veut toujours aller vers, comme on a dit, faire, et on revient toujours dans cet être. Et vraiment, le travail sur soi, c'est un processus, c'est les petits pas. Je pense que c'est ce que vous faites aussi lors de vos ateliers. Clairement, et ça passe par le fait d'écouter ce que nous ressentons. Je suis de plus en plus convaincu, ça fait 25 ans que je fais ce métier, que nous sommes bien guidés de l'intérieur, mais que nos éducations nous ont appris à nous couper de cette guidance intérieure. On a appris à fonctionner avec le cerveau dit gauche, l'intelligence logico-mathématique qui essaie de comprendre tout de façon logique, cartésienne, avec un esprit d'analyse ou un esprit de synthèse. On range les choses dans des cases. Or, pour se transformer et évoluer vers là où nous voulons aller, ça demande d'ouvrir d'autres canaux d'intelligence dont nous disposons au même titre que l'intelligence logico-mathématique. Les chercheurs nous parlent de 10 à 12 canaux d'intelligence. C'est extraordinaire de disposer de ça et d'en avoir fait si peu usage dans nos scolarités. Et là, il y a un vrai changement à faire dans l'école, évidemment. C'est peut-être un autre sujet. Mais donc, d'apprendre à développer son intelligence intuitive, son intelligence relationnelle intérieure entre toutes les parties de soi, à côté de l'intelligence relationnelle extérieure avec toutes les parties de l'autre, son intelligence émotionnelle, comprendre les sentiments et les besoins. Ça, particulièrement, c'est une pratique que permet la communication non violente. Et donc, d'accepter, pour retrouver sa vitalité ou son énergie, puisque c'est le thème de notre échange, d'apprendre à écouter la partie de nous qui sent d'autres possibles et qui tressaille à cette idée qu'une autre façon d'être au monde puisse exister, et ne pas immédiatement sombrer dans oui, mais c'est pas possible, et puis ça n'ira pas, toutes les pensées limitantes, inhibantes, que j'appelle nos enfermements, qui peuvent se révéler infernaux. En tout cas. Tout à fait, je vais dans le sens, c'est vrai que je suis plus sur la théorie des petits pas, évidemment, il faut se rééduquer, on ne l'apprend pas à l'école, donc c'est voilà, ces petits pas, ça s'apprend justement d'utiliser son ressenti, son intuition, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui fait sens pour nous. Mais voilà, pour les gens qui nous regardent, en fait, c'est de leur dire, le principal, c'est de commencer, en fait. Vous voyez, c'est même si, parce que ça peut faire peur, hein, des fois, d'aller à l'intérieur de soi, mais en lisant, justement, je pense que grâce à votre ouvrage, vous avez vraiment aussi inspiré beaucoup de gens en se disant bah voilà, c'est vrai que je suis gentille, mais voilà, c'est juste un masque que je me donne et je peux laisser tomber le masque et maintenant vraiment être vrai déjà avec moi-même. Et puis après, je pars du principe souvent qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde, mais le principal c'est d'être bien avec soi et effectivement c'est ça qui nous donne de l'énergie au quotidien. Absolument, d'accepter
d'abord de comprendre l'humain qui est dedans Mm. et donc de consacrer du temps. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez organiser des rendez-vous, fréquenter cette personne, lier de l'amitié et vous retrouver régulièrement pour faire du lien. C'est la même chose avec soi. S'asseoir avec soi, s'asseoir en silence pour écouter ce qui se passe en soi, se poser à soi-même, c'est une vraie règle d'hygiène de conscience. La petite question que l'on pose des dizaines de fois par jour à d'autres personnes que nous, la plupart du temps sans écouter la réponse, et qui est comment ça va? Et la plupart du temps, on n'écoute pas la réponse parce qu'on entre vite dans les choses à faire. Ici, ce serait de se la poser à soi, le premier être humain que nous sommes supposés rencontrer le matin, et peut-être plusieurs fois par jour, en écoutant la réponse. Et la communication non violente donne des clés très pratico-pratiques pour écouter d'abord les sentiments agréables qui m'habitent. Je suis joyeux, je suis détendu, je suis confiante, je suis enthousiaste. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça indique des besoins de réalisation ou d'accomplissement ou de liberté ou de création ou de lien, de tendresse, de reconnaissance. Ah, j'aime ça, j'ai envie d'aller par là. Ça clarifie mon axe. Je souhaite vivre ça. Et quand je ne le vis pas, eh bien, en prendre conscience rapidement pour remettre en place quelque chose pour nourrir ça. Ça me donne un axe. Et de l'autre côté, dans mon comment ça va, j'écoute aussi la partie de moi qui est triste, déçue, en colère, qui a peur. Et je fais une place pour cette partie de moi. J'écoute ce que ça dit de moi, sans vouloir pour autant, dans cet instant-là, tout transformer. L'idée, c'est juste que je peux entendre ce qui me stimule et m'enthousiasme, sans être flyé, comme on dit en flanglais au Québec, sans être perché, emporté par ça. Mais j'écoute également ce qui m'attriste, ce qui me plombe, les sentiments désagréables qui m'habitent. Autrefois, on les qualifiait de négatifs, mais ils ne sont pas négatifs, ils sont des signes qui indiquent ce qui se passe en moi. Je les écoute aussi pour pouvoir être posé, centré. J'habite au milieu de mon village. Il y a les parties qui vont bien, il y a les parties qui vont moins bien, et moi, je suis au centre. Et ce processus, et je demande à personne de me croire sur parole, mais de le pratiquer si je fais ça 3-4 fois par jour, 3 minutes, 3 fois par jour, c'est pas beaucoup de temps, me permet de sentir de plus en plus que ma vie va par là et que ça, j'ai besoin d'apprendre à le quitter. Et donc, j'apprends à reproduire ce que j'aime bien et j'apprends à défaire ce que j'aime pas. C'est un apprentissage. Comme lire, écrire ou calculer, comme conduire une voiture, comme parler une nouvelle langue, comme apprendre le tennis ou le piano. C'est un apprentissage. Il se fait que ces apprentissages, ils ne sont pas encore dans les écoles. C'est surprenant. Mais nous pouvons l'apprendre avant qu'il soit, il est jamais trop tard, avant qu'il soit tard, disons. En tout cas, merci pour cet exercice parce que voilà, les personnes qui nous rencontrent, qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, eh bien, prenez ce temps, voilà, comme vous venez de le dire, peut-être 2-3 fois dans la journée, de vous poser, peut-être au réveil le matin, dans le milieu de la journée, peut-être le soir aussi avant de dormir, et de dire comment je vais, comment s'est passée ma journée, et avec les plus et les moins. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. C'est pas, on est plus et moins dans la vie. En médecine chinoise, c'est le yin et le yang, et on a besoin de ces deux énergies aussi pour vivre et évoluer. Et c'est juste d'en avoir conscience et après de faire, eh ben, voyez, ces réajustements comme vous venez de nous le dire. En tout cas, mettez en pratique. Oui. Oui, avec cet éclairage, il n'y a rien de magique là-dedans. Il n'y a absolument rien de bisounours dans ce travail. C'est du jardinage. Ça demande une régularité et une implication dans le temps. Ce n'est pas parce que vous vous écoutez, comme je viens de le proposer, une fois, 2 fois, 3 fois, que tout d'un coup, le bénéfice apparaît. C'est comme dans un jardinage, on plante une graine et ce n'est pas demain qu'on a le fruit ou le légume. Par contre, si on entretient régulièrement le soin, l'attention, la luminosité, on enlève les mauvaises herbes, on arrose, eh bien, petit à petit, ça ne peut pas ne pas pousser. Tôt ou tard, ça pousse. Eh bien, j'ai acquis cette confiance profonde. Si nous prenons soin de nous, si nous nous écoutons au bon endroit, dans nos vrais besoins, pas nos envies changeantes et passagères, mais dans nos vrais besoins profonds, eh bien, petit à petit, le processus de la vie s'enclenche. J'en ai acquis la profonde conviction et je le vois tous les jours dans mon travail. Donc, intégrer l'ingrédient du temps. Oui, et c'est une très belle métaphore avec le jardinier qui permet voilà, de semer les graines et puis de bien prendre conscience de l'ensoleillement, des mauvaises herbes et d'arroser. Vous voyez, c'est petit à petit. Donc, c'est un exemple concret. Vous pouvez vraiment, voyez, prendre cet exemple et le mettre en application en fonction de vos besoins et de vos envies. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que c'est vraiment la répétition et dans la longueur qui fait qu'on a des résultats. Mais c'est comme dans tout dans la vie. Je peux préciser aussi ceci, que dans ma vie de juriste, j'ai commencé à m'ennuyer et à réaliser qu'on n'est pas sur Terre pour s'ennuyer. À un moment,
j'ai accepté de cesser de me mentir. Une partie de moi disait, tu gagnes bien ta vie, tu te payes des beaux costumes et tu as une belle voiture, donc tout va bien. Et j'étais dans ce déni dans lequel je pense que beaucoup de nos contemporains sont pris. Le confort matériel fait illusion un temps. En même temps, j'entendais cette petite voix, tu t'ennuies, tu t'ennuies, tu t'ennuies, et tu as besoin de changement. À un moment, j'ai accepté que, au fond, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de changer de vie, j'ai besoin de faire tout autre chose. Et ce n'est pas parce que je ne sais pas par où ni comment changer que j'ai pas besoin de changement. Et je précise ça parce que beaucoup de nos contemporains disent, mais je ne sais pas par où ni comment, donc je ne change pas. Ah, attends. Nourris, accueille, fréquente ton besoin de changement, parce que ce n'est pas parce que tu ne sais ni vers où ni comment que ce besoin n'est pas là et que des stratégies pour le mettre en place, pour le vivre, ne sont pas en train d'arriver vers toi. Et là, je demande de nouveau à personne de me croire, mais ce que j'observe, c'est que lorsque nous sommes aimantés vraiment vers un besoin, vers une valeur, comme dans mon cas, c'était le changement, même sans savoir ni vers où ni comment, eh bien, nous aimantons. Je suis aimant de cette perspective, je l'aime, j'ai envie, eh bien j'aimante à moi des propositions. Ça semble s'appeler la loi de l'attraction ou de l'attractivité, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pu voir, et je continue de le voir avec les gens que j'accompagne depuis tant d'années, que lorsque nous sommes clairs avec un désir profond et que ce désir est généreux et joyeux et qu'il veut être au service du monde, évidemment, je ne vous dis pas que le désir d'être riche pour avoir plein de sous va fonctionner comme ça, mais pouvoir se mettre au service et avoir une vie qui a du sens et qu'elle soit généreuse, je vois que ça attire effectivement et ça permet de trouver petit à petit les premières pistes de solutions. Et dans la postface de mon livre Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui va sortir donc le 2 octobre, j'indique un peu tous ces déclics qui se sont faits d'une façon, si on le sait, si on voit de l'extérieur, c'est presque miraculeux. J'ai rencontré des gens les uns après les autres que je n'étais pas du tout supposé de rencontrer. Qu'est-ce qui fait? Tout d'un coup, ça se met en place. Et je suis émerveillé de voir que nous sommes nombreux à pouvoir, enfin, je crois que nous avons tous ce pouvoir de créer la vie que nous voulons avoir. Juste pour confirmer ce que vous venez de dire, eh bien moi, je viens de déménager, ça faisait 20 ans que j'étais partie de Bretagne, et là, je viens de revenir en Bretagne, et en fait, je me suis laissée, en fait, j'avais cette intention à l'intérieur de moi, et je me laisse guider parce que c'est un nouveau départ, mais c'est juste, vraiment, je ressens bien cet aimant, en fait, qu'à partir du moment où on prend la décision, même si on ne sait pas où, comment ça va se faire, eh bien, on va attirer les personnes à nous, le logement, le cabinet, en fait, tout se met en place. Et donc, c'est vraiment, je peux confirmer, parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Donc, voilà. Alors, donc là, je mettrai dans les commentaires, je vais mettre aussi le livre, hein, je vais le mettre en vidéo aussi pour que les personnes maintenant, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, puissent le lire, parce que vous allez voir que ça va peut-être vous donner des pistes aussi pour évoluer, pour changer des petites graines, pour semer des graines à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou on passe au deuxième événement aussi que l'on a à fêter aujourd'hui? Non, merci déjà beaucoup d'annoncer cette sortie de l'édition anniversaire. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. Merci. Et puis, justement, une chose ne suffit pas, on va en donner un deuxième, et ça, c'est vraiment mieux, parce que début octobre, le 2 octobre aussi, eh bien, vous sortez un nouveau livre. Et le livre s'intitule Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes, toujours aussi aux éditions de l'Homme. Alors, c'est vrai que comme vous dites, les jeunes, en fait, n'écoutent pas ce que vous dites, ni ce que vous faites, ils écoutent ce que vous êtes. C'est un beau programme et effectivement, c'est vrai. Donc maintenant, je vous laisse nous en dire un peu plus pour cette sortie. Merci beaucoup. C'est une invitation à voir que nous traversons une période assez chaotique dans laquelle il y a beaucoup de pertes de repères, pour ne pas dire d'incohérences, et pour certains des anxiétés liées au risque d'effondrement écologique, de perte de la biodiversité, sur quoi s'ajoutent encore les enjeux de l'épidémie que nous traversons. Et donc, ça nous demande de trouver un sens profond à l'existence pour rester confiant dans la capacité de la vie à être résiliente, à traverser ces moments d'intempérie. Et pour ça, le titre, qui est Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes, est vraiment une invitation pour nous, adultes, à requalifier peut-être nos priorités, pourquoi nous vivons, quelles sont vraiment les valeurs qui nous tiennent à cœur et que nous voulons vivre et que nous voulons faire vivre et dont nous voulons témoigner, en sorte que les jeunes trouvent en nous au moins une inspiration, si pas forcément, si pas peut-être un exemple.
J'ai pu constater ça en m'occupant de jeunes de la rue qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas d'inspiration et qui donc sont très errants parce qu'il manque quelque chose qui ouvre la voie. Et je pense que du fait simplement des générations qui se suivent, c'est un des rôles à nous comme adultes que d'ouvrir la voie que les autres suivront et transformeront bien évidemment. Et l'idée n'est pas du tout de culpabiliser, l'idée est de se responsabiliser. C'est complètement différent et de se dire, tiens, il est peut-être temps que je revisite pourquoi je fais les choses, dans quel esprit je les fais, est-ce que je fonctionne comme un robot qui reproduit des modèles de façon copier-coller, sans inspiration, ou est-ce que je requalifie pourquoi je fais les choses? Je vous donne un exemple. On ne conduit pas ses enfants à l'école parce qu'il faut. On conduit ses enfants à l'école parce qu'on tient à leur donner une bonne éducation, on tient à passer ce moment d'intimité avec eux dans le cockpit de la voiture ou en marchant sur le trottoir, on tient à créer cette qualité de lien, d'affection et de tendresse partagée dans la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on amène ses enfants à l'école. Ce n'est pas parce qu'il faut. On ne rentre pas le soir pour les nourrir parce qu'il faut. On les nourrit le soir, on fait un bon repas parce qu'on tient à la qualité de la vie humaine, à l'accueil, à la joie, à l'enchantement. On allume peut-être une bougie ou on décore joliment la table, même et surtout si on a passé une journée fatigante et que peut-être on est épuisé. Et c'est là que l'on voit que ce n'est pas bisounours que d'être en paix et de propager de la paix. Ça demande que pour pouvoir avoir ce climat d'enchantement et d'émerveillement, on ait pris un sas de transition entre la vie extérieure, le travail et l'accompagnement des enfants. Et créer donc une hygiène de vie qui fait que nous sommes un être inspirant, même si les journées ont été tendues, difficiles et qu'il y a des tensions à gauche et à droite. Nous avons besoin d'instaurer une hygiène de vie. Comme peut-être vous le savez, Nathalie, j'ai écrit un petit ouvrage qui s'appelle « La paix, ça s'apprend » avec un ami historien des civilisations, peu après les attentats, pour faire passer deux messages. Eh bien, le premier, c'est que la paix, ça s'apprend, comme toutes sortes d'autres choses, comme les langues étrangères, comme la conduite d'une voiture, comme les maths ou le foot. Nous savons que ces apprentissages ne vont pas se faire par hasard, ça demande une implication, et on sait faire la guerre depuis les millénaires parce qu'on s'y forme et qu'on s'y implique et qu'on s'y discipline. Eh bien, la paix et la pacification de soi, c'est du même ordre, ça demande de s'y former, de s'y impliquer, d'instaurer dans notre vie des pratiques de pacification. Et le deuxième clé que l'on voulait faire passer avec mon ami David dans ce petit ouvrage, c'est que des outils très pertinents existent et qu'il est plus que temps que le grand public se les approprie, les connaisse, les explore. Et merci à des émissions comme la vôtre de permettre de faire savoir. Ne restez pas prostrés dans des postures pénibles. Apprenez à vous transformer, à vous éveiller et à rendre la vie plus joyeuse. Et donc, voilà une des choses que je tiens à encourager dans mon livre. Tentons de travailler à devenir des adultes inspirants pour que les jeunes gardent confiance dans la vie, particulièrement dans des situations difficiles. Et est-ce peut-être qu'on pourrait proposer aux personnes qui nous regardent et bien justement de faire une liste avec qu'est-ce qui a sens pour eux? Parce que c'est vrai de se poser, voilà, peut-être que vous pouvez nous proposer un exercice simple Bien. à réaliser. Un exercice simple, je vous en propose deux. Je pense que nous avons tous un rêve pour la vie. Nous aimerions que la vie, qui est plus d'équité, plus de partage, plus d'accueil, plus de rencontres, plus de capacité à dépasser les différences, plus de légèreté, plus d'humour, plus de bonhomie. Je pense que nous aimerions une vie comme ça, mais également plus de profondeur, plus d'ancrage, etc. Nous pouvons faire une liste de notre rêve. Comment rêvons-nous le monde? Et puis, nous pouvons vérifier au quotidien, est-ce que ma façon d'être au monde avec moi, avec l'humain que je suis, avec mon conjoint si j'en ai un, avec mes enfants si j'en ai, etc., avec mes proches, est-ce que ma façon d'être au monde incarne là où je suis, avec les moyens que j'ai, même menus, même infimes, est-ce que j'incarne les valeurs que je chéris et dont je rêve pour le monde? Ça, c'est un exercice qui peut être décapant. Ça nous permet de voir devant le chaos du monde, la brutalité des rapports humains, la violence, l'hypocrisie parfois, la maltraitance, l'absence d'écoute. Est-ce que moi, j'entretiens le problème ou est-ce que je participe à la solution? Et ça change significativement la façon dont je vais parler à mon ado adorable dès demain. Est-ce que je mets dans cette écoute de l'attention, de la bienveillance, de la capacité à accepter un désaccord, de rester en empathie, d'être patient, d'être plein d'humour et de fantaisie? J'ai une solution, tu as une solution, il y a 1000 solutions. Laissons le temps faire que peut-être d'autres solutions qui nous conviennent à tous les deux émergent. Ça, c'est une première piste, c'est incarner les valeurs qui nous tiennent à cœur. Ah, c'est vraiment bien. Et on va C'est dire aux personnes, je vous coupe juste pour dire aux personnes en fait, qui vont s'ils peuvent nous mettre dans les commentaires, faites l'exercice et dites-nous, on sera très heureux de pouvoir lire ce
ce qui se passe à l'intérieur de vous, le fait de l'écrire et de l'incarner, comme vous l'avez dit. Je vous Exactement. laisse la parole. Un autre exercice qui est proche de celui-là, c'est que souvent nous déplorons de ne pas être écoutés, de ne pas être compris, de ne pas être rejoints, de ne pas être reconnus dans notre propre différence, et ça peut nous rendre la vie vraiment pénible. Eh bien, euh, nous pouvons apprendre à prodiguer ça aux autres. Et justement, s'il y a un désaccord avec le conjoint, avec l'ado adorable, avec le coéquipier dans l'équipe de travail, etc., de témoigner que nous savons écouter. Et écouter, ça veut dire la ferme. C'est très difficile pour beaucoup d'entre nous. Et je vous invite dans les jours qui viennent à voir comme bien nous ne savons pas écouter. Nous consolons, c'est pas grave, ça va s'arranger. Nous conseillons, tu devrais, il est temps que tu. Nous revenons à nous, moi j'ai bien connu ça et pour moi j'ai fait ceci. Ou nous nions le problème, ah, ton problème n'est rien à côté du mien, moi j'ai un vrai problème, écoute-moi. Tout ça, nous prenons pour de l'écoute. C'est incroyable, c'est du charabia. C'est pas de l'écoute, c'est incroyable. Et j'identifie dans mon travail que nous ne savons pas écouter. C'est surprenant. Et donc, j'invite les personnes qui nous écoutent à s'écouter mutuellement et à réaliser, en fermant leur bouche, combien ils ont cette compulsion d'intervention. C'est une des premières choses qu'on travaille dans les ateliers de communication non violente, c'est observer combien, jusqu'ici, nous n'écoutions pas. Nous croyions bien faire en donnant des conseils, en cherchant des solutions, en prenant le problème à bras-le-corps, en voulant indiquer à l'autre comment nous aurions fait dans son cas. Et tout ça est bien intentionné et complètement maladroit parce que ce n'est pas de l'écoute. Et beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup d'adolescents me disent, mes parents ne me laissent jamais arriver au bout de ma phrase. Mes parents, dès qu'on n'est pas d'accord, ils veulent imposer leur vision au lieu d'écouter ma vision. Et là, nous avons des clés pour transformer de notre humanité. Je souhaite du respect pour ma position et mon point de vue. Le minimum, c'est que j'en ai pour ta position et ton point de vue. Donc, je témoigne là où je suis, avec les moyens que j'ai, même menus, même infimes, des qualités que je veux voir dans le monde. Et pour moi, l'écoute est un vrai levier de transformation. Je le vois tous les jours dans mon travail. Combien de gens ne m'écrivent-ils pas après les sessions de communication non violente? Tu nous as appris, s'ils sont venus en couple ou à deux, ou tu m'as appris un enjeu fondamental que je ne savais pas écouter. Maintenant, j'apprends à écouter et ça change tout. Et effectivement, on ne l'apprend pas à l'école. Ah, du tout. Et, On apprend à se taire, mais on n'apprend pas à écouter. ça, et c'est vraiment une base et vraiment pour merci en tout cas de en fait de nous faire partager et d'inspirer les gens parce que effectivement on va toujours parfois chercher plein de choses où on va chercher ailleurs alors que c'est tout simple. Le pouvoir est considérable, vous savez. Et c'est vrai qu'on n'a pas de modèle. Regardez n'importe quel débat de politicien, celui qui ferme sa bouche, c'est pas qu'il écoute l'autre, c'est qu'il prépare sa réplique, ce qui n'est pas la même chose. Pour écouter l'autre, ça demande que non seulement on ferme sa bouche, mais qu'on s'intéresse à dire, tiens, pourquoi la personne dit ça, comment elle se sent, et à chercher, par empathie, à savoir ce que la personne vit derrière ce qu'elle dit. Même si son ton est agressif et que les mots sont désagréables à entendre, s'il vous plaît, passons à un autre palier de conscience, ne restons pas dans des collisions d'ego. Si la personne monte le ton et emploie des mots d'oiseau, c'est qu'elle est déçue, découragée ou en colère, peut-être même désespérée, et qu'elle a besoin qu'on la comprenne. Eh bien, apprenons à témoigner cette empathie. C'est vraiment fondamental pour traverser les enjeux du vivre ensemble que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. On voit les explosions de dépit et de découragement que représentent les manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que c'est ce monde-là que nous voulons ou est-ce que nous voulons un monde dans lequel chacun a bien appris à s'écouter, à se respecter et à mettre en place ce qui permet aux besoins de chacun de cohabiter, d'être pris en compte dans des mesures qui soient vivables, agréables à vivre? Ça demande vraiment de changer le logiciel et de quitter donc notamment une vieille habitude qui consiste à entretenir des rapports de force. Voilà. Eh bien, je crois que ouais, c'est un message, c'est changer le logiciel. Et voilà, on peut en fait changer son mindset, son état d'esprit, et ça s'apprend. Et justement, je crois que vous êtes là pour nous guider grâce à vos formations que vous faites. C'est ça en Europe, vous faites aussi au Québec. Voilà, c'est pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Bah, surtout, je fais partie d'un réseau de formateurs et formatrices à la communication non violente. J'ai eu la chance de me former avec son fondateur, Marshall Rosenberg, il y a bientôt 25 ans. Et il y a des formateurs et des formatrices un peu partout dans tous les pays. Et donc, je recommanderais à nos éditeurs de cliquer sur communication non violente sur Internet et d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans leur entourage et d'aller voir les programmes. Il y en a pratiquement partout. Et ça s'apprend par la pratique. C'est comme une langue étrangère. On fait des exercices, on fait des jeux de rôle, on se remet en situation, on explore des colères, on explore des désaccords, on apprend à dire non, enfin, on apprend à faire des deuils.
C'est un travail qui a une dimension horizontale. J'apprends à mieux me dire d'une façon qui me permette de passer mon message, mais j'apprends aussi à laisser l'autre se dire d'une façon où j'ai de l'empathie pour l'autre, même si ces mots sont inconfortables à entendre. Donc, il y a un aspect horizontal extrêmement précieux. Et il y a aussi un aspect, je dirais, vertical. J'apprends à mieux me connaître, j'apprends à descendre dans les couches de mon être pour mieux comprendre toutes les parties de moi. Beaucoup de nos difficultés, de nos frictions viennent de ce que nous ne nous connaissons pas. Et nous sommes épidermiques, nous sommes périphériques, nous sommes à la surface de nous-mêmes. Et ça fait beaucoup d'interactions très fatigantes à vivre. Nous avons besoin d'entrer dans un espace de profondeur, une sorte de courant de fond qui nous mène vers là où nous voulons aller. Et ce travail se conjugue assez souvent par le fait que nous sentons comme une sorte d'antenne qui se hisse et qui nous permet d'entrer dans une conscience plus ouverte, plus bienveillante, et j'ose le mot plus spirituel. Ce que l'on capte avec cette antenne, vous l'appellerez bien comme vous voulez, ça peut être l'amour universel, la vie, le souffle, la grâce, ou Dieu, ou Allah, mettez le mot que vous voulez, mais on capte, et toutes les traditions nous en parlent, hein. Assois-toi, fais silence, descends dans ton puits et éveille ta conscience. Et tu auras des clés pour mieux vivre et mieux vivre ensemble. Curieusement, nous avons oublié cette hygiène. C'est une hygiène de vie, aussi importante que l'hygiène physique, se brosser les dents et prendre sa douche. Ça, nous savons faire, mais nous avons besoin d'instaurer dans nos vies une hygiène psycho-spirituelle. Ces deux enjeux se croisent, bien sûr. Merci beaucoup pour ce beau partage. Donc comme ça, vous savez que maintenant, vous pouvez aller, voilà, vous mettez sur Internet communication non violente si vous voulez aller un peu plus loin pour justement aller chercher des ressources aussi à l'intérieur de vous. Et si on veut vous suivre, vous avez un site Internet aussi Bien sûr, j'ai un site internet qui est mon nom, thomasdansbourg.com. J'ai une page Facebook dans laquelle je donne mon programme et mes activités. J'ai également créé un groupe sur Facebook qui s'appelle La paix, ça s'apprend, du titre de mon livre avec David, et dans lequel les gens peuvent échanger des bonnes pratiques, se former, apprendre, avoir toutes sortes de possibilités de trouver des clés, des outils pour apprendre à pacifier ce premier espace de l'humanité que nous pouvons pacifier et qui est nous. Et ça ne veut pas dire devenir tout gentil, vous l'avez perçu. La non-violence, ce n'est pas la non-vigueur. C'est le fait d'arriver à mettre sa force, sa puissance, son énergie de vie, mais également sa fragilité quand on la vit au service de la vie. Il y a toutes sortes de façons de créer ça. Merci beaucoup pour ce beau partage ensemble. Et je demande souvent aux personnes que j'interviewe, eux, qu'est-ce qu'ils font personnellement pour booster leur énergie au quotidien? Si vous avez un conseil, une astuce que vous voudriez nous partager. Dans mon cheminement personnel, j'ai découvert un outil extrêmement puissant et qui est peu crédibilisé dans nos cultures très cyniques, très matérialistes. Et cet outil, ça s'appelle la gratitude. La gratitude est vraiment un levier de transformation dont je ne me doutais pas de la puissance. C'est en thérapie que j'ai réalisé que je me plaignais pas mal de ceci, de cela, etc. Alors qu'au fond, j'avais à côté de toutes les choses qui avaient pu me gêner, parfois même me blesser, il y avait beaucoup de belles et bonnes choses. Quand j'ai commencé à le regarder, j'ai senti une énergie qui changeait, une vraie vitalité qui s'instaure, comme une vitamine qui se met en moi. Et je n'ai pas cessé depuis lors de commencer par fêter tout ce qui va bien, avoir de la gratitude. Je me lève le matin, je mesure que c'est une chance d'être en santé, de me lever tout seul, d'être autonome, de ne pas avoir besoin d'aide. Certainement pas que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui ont perdu tout ou partie de la santé physique ou des proches qui ont perdu la santé. C'est un miracle d'être en santé physique. Honorons ça, fêtons ça, et ainsi de suite. Mesurer des choses sur lesquelles la plupart du temps on ne porte pas notre attention parce qu'on les prend pour acquis. Et donc, cette gratitude peut s'étendre, bien sûr, à voir la lumière du soleil, à voir les couleurs du printemps, à voir la beauté de l'automne qui arrive, à s'enchanter d'un miroitement de pluie. Goûter ça booste l'énergie parce que c'est la vie même, c'est la vie présente, c'est la vie vivante à laquelle nous avons la grande joie d'appartenir. C'est une appartenance, c'est du lien. Merci beaucoup pour ce partage. Et effectivement, la gratitude, c'est un des thèmes que j'utilise dans mon programme Booster votre énergie en 7 jours. Parce que voilà, je trouve qu'effectivement, de s'émerveiller des toutes petites choses de la vie, eh bien, ça nous donne de l'énergie et ça nous donne de la joie. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau partage. Et puis, voilà, n'oubliez pas, le 2 octobre, on va célébrer 2 choses. Les 20 ans du livre best-seller Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et puis, voilà, pour aller maintenant dans la continuité, ce nouvel ouvrage, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes d'aujourd'hui? Eh bien, je pense que grâce à notre échange, vous allez avoir envie d'aller plus loin. Et donc, voilà, on nous a donné des pistes et maintenant, ces livres vont vous permettre d'intégrer. Puis après, il y a la pratique.
Et puis voilà, il y a des formations parce que c'est vrai que seul, c'est bien, mais à plusieurs, eh bien, on va plus loin et on peut aussi avoir d'autres ressources. Absolument. Est-ce Merci que d'être. vous auriez un dernier message à transmettre aux personnes qui nous regardent? Ben, puisque votre message est de booster ou rebooster l'énergie, d'encourager les personnes à retrouver leur énergie, ce que l'on peut perdre, hein, j'ai bien connu ces moments où on perd son énergie, on est déconnecté de son fil rouge, de son élan de vie, j'ai bien connu ça. Euh, c'est peut-être juste d'entendre ceci, d'entendre et peut-être de se laisser un peu interpeller par ceci. J'ai acquis cette confiance que nous disposons pour nous transformer et transformer le monde autour de nous, hein, pas tout le monde, mais notre petit monde à nous, notre façon d'être au monde. Nous disposons pour cela de ressources aussi considérables qu'ignorées. Et c'est une bonne nouvelle, ça nous permet de nous dire, ah bon, ben je vais aller rencontrer, je vais cesser d'ignorer ces ressources considérables, je vais me rencontrer, je vais aller puiser dans cette source et dans ces ressources qui sont à l'intérieur de moi. Et je pense que dans les temps qui courent, c'est un enjeu citoyen que d'apprendre à mettre nos belles ressources au monde et à en faire bénéficier tout le monde. Voilà une piste. Merci beaucoup Thomas. Si vous avez aimé cette interview, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous connaissez des personnes eh bien, justement, qui sont dans les situations qu'on a pu dire, eh bien, n'hésitez pas à leur donner de la valeur justement en leur transmettant cette interview pour que justement ils puissent trouver des pistes pour eh bien, améliorer leur quotidien et leur qualité de vie. Merci Thomas. Et Merci, puis moi, je vous Anne-Marie. dis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir. Au revoir.